Bonsoir, bonsoir. Le streaming doit être lancé. C'est avec un grand plaisir et avec un petit peu de retard que je retrouve ceux qui peuvent être là. Je vois que tout est parti. J'ai lancé, bonjour de Montréal, c'est cool ça. J'ai lancé aussi j'ai laissé le chat sur l'écran. Du coup, ça va vous faire un double chat, mais ça permettra au moment où j'encoderai la vidéo sur YouTube salut Rafa, de récupérer aussi le chat pour que ce soit chouette aussi, quoi. Je sais que tu nous surveilles, tu nous l'as déjà dit. Je suis hyper content aujourd'hui d'accueillir Clément, quoi. On a travaillé avec Clément Alfonsi sur la problématique de la vengeance. On va essayer de vous proposer quelque chose. On va essayer d'y mettre du cœur et puis que le voyage nous emmène là où il nous emmènera, quoi. Bonjour à tous, c'est parti. Envisager la problématique de la vengeance. Et d'abord, envisager un schéma actentiel. Ce schéma actentiel-là, c'est celui qu'on retrouve aussi à l'intérieur des tables de la déréliction. Tables de la déréliction qui sont des tables de la malédiction qu'on a retrouvées à Delos et qu'on trouvait intéressant de vous proposer à l'orée de ce petit parcours autour de la vengeance. Parce qu'ils mettent en place la véritable essence en fait du schéma de la vengeance en fait qui est un schéma actentiel. Seigneur Dieu qui habitait Sikon, Dame déesse syrienne qui habite Sikon, effectuez la vengeance et exprimez votre puissance miraculeuse et sévissez contre celui qui a enlevé, qui a volé le collier, contre ceux qui étaient au courant, contre ceux qui ont participé à ce délit, soit femmes, soit hommes. Seigneur Dieu qui habitez Sikon, Dame déesse syrienne qui habite Sikon, effectuez la vengeance et exprimez votre puissance miraculeuse. J'inscris celui qui a enlevé, qui a volé le collier. J'inscris celui qui a volé le collier de ceux qui étaient au courant. Vous voyez, sans arrêt, celui qui a enlevé, qui a volé le collier. J'inscris ceux qui étaient au courant, ceux qui ont participé à ce délit. Je l'inscris, son cerveau, son âme, les nerfs de celui qui a volé le collier, de ceux qui étaient au courant, de ceux qui ont participé à ce délit. J'inscris les organes génitaux de celui qui a enlevé, c'est nécessaire, les mains de ceux qui ont enlevé et de ceux qui ont volé le collier, les genoux, les pieds, de la tête aux extrémités des ongles et des doigts de pied, de ceux qui ont enlevé le collier, de ceux qui étaient au courant et ont participé à ce délit, soit femmes, soit homme. La vengeance, avant tout, un schéma d'énonciation, une proposition qui déborde justement la situation d'énonciation et qui va sur une espèce de scénographie. La scénographie de la violence, le théâtre de la vengeance. Pour commencer ce travail autour de la vengeance, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la logique de la réflexion autour du pacte et du contrat que j'ai pu mener avant et de la trahison que je mènerai un petit peu plus tard. Et forcément, ma première approche était, Clément vous dira dans quel sens lui il est parti, mais moi ma première approche était du côté d'une situation où
un contexte politique dans lequel duquel la vengeance a été exclue, et se poser la question pourquoi autant de films, d'œuvres autour de la vengeance alors que ce schéma-là a été combattu par l'État. Puis je me suis rendu compte que c'était pas une piste très intéressante, dans la mesure où on était amené à tordre le cou à deux idées. Et pour pouvoir comprendre et élaborer une problématique autour de la vengeance, il faut à la fois envisager la vengeance comme une parmi d'autres, comme une forme de régulation de la violence parmi d'autres, et surtout envisager les processus de construction de l'État. Je pense que c'était par là qu'il fallait commencer. La sociogénèse de l'État. La construction de l'État passe par, et c'est cette première approche socio-historique que je voudrais adopter, par une distinction progressive entre le public et le privé. Alors, c'est une approche parmi d'autres, hein. N'hésitez pas à écouter la conférence au Collège de France en hommage à Bourdieu et son travail sur l'État, et deux chercheurs qui reprochaient à Bourdieu d'avoir délaissé la place, le rapport à l'Église et le rapport à l'impôt. Donc, ce que je vais vous proposer, moi, c'est qu'une des façons de présenter cette sociogénèse. Cette façon-là, je la trouvais intéressante parce qu'elle fait écho aussi euh, aux, aux travaux d'Elias, qui, eux, vont dans le sens d'une maîtrise progressive des pulsions, d'une relégation dans l'intime d'un certain nombre de forces. Et je trouvais que c'était assez intéressant d'envisager les deux en parallèle. Pour moi, il y a deux grandes étapes, qui ne sont pas successives d'ailleurs. La première, c'est une castration des logiques aristocratiques, une interdiction du duel dès Richelieu à ce niveau-là. Ça, c'était la première remarque. Et la deuxième, euh, un mano à mano avec l'État qui va être proposé progressivement. Et c'est vrai que c'était intéressant de revenir sur ces deux dimensions-là. Et revenir sur ces deux dimensions-là, c'était à la fois le rapport que pouvait entretenir l'État avec l'institution aristocratique et en même temps envisager son rapport avec l'Église. Pourquoi? Je vais essayer de développer sur ces deux points-là. Euh, la, les conséquences en fait du rapport de l'État avec l'aristocratie et du rapport de l'État avec l'Église sont assez contradictoires. Il s'agissait, suite au traumatisme certain qu'a vécu Louis XIV à l'intérieur dans sa grange cette nuit du début du XVIIe siècle, poussé à se cacher suite à une révolte des nobles montée par le Grand Condé, il y a eu une espèce de grande, comment dire, de volonté de revanche de la part de Louis XIV et de construction de l'État à partir d'une construction d'une centralisation de l'État et d'une intégration du territoire contre les logiques féodales qui pouvaient exister et qui pouvaient exister encore à l'époque. Hors de question d'originer cette construction de l'État à Louis XIV. Le traité de Villers-Cotterêts, d'une certaine façon, porte le rêve de François Ier à travers une espèce de mise en avant de ce que la philosophe Joël Degnaud appelle la maternalitaire, de forger une langue française contre le latin et au mépris des langues vernaculaires, pour essayer d'affirmer progressivement la place de l'État. Cette affirmation-là de la place de l'État contre l'aristocratie va se doubler progressivement, mais là il va falloir attendre quelques siècles, d'un mano à mano avec l'Église. D'abord avec le pape du côté de François Ier, puis tout au long du XIXe siècle, d'une confiscation des prérogatives de l'Église de la part de l'État. Et donc l'interdiction des congrégations et progressivement l'État qui va essayer de prendre la main sur la scolarité et sur les différentes structures d'encadrement de la société qui étaient tenues par l'Église. Cette intervention de la force publique à l'intérieur même des cercles qui avant étaient considérés comme privés vont avoir, comme je le disais, deux conséquences. Premièrement, une relégation dans l'intime de ce qui était de l'ordre du moi social. La croyance religieuse devient part d'une intimité. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement,
une intervention contradictoire de l'État à l'intérieur de certaines sphères qui étaient considérées comme étant de l'ordre du privé et d'une régulation des rapports violents par l'intermédiaire de certains contrats privés. Je pense par exemple aujourd'hui, lorsque des travailleurs sociaux interviennent suite à un divorce, certes c'est pour proposer des aides aux deux parents isolés, mais c'est aussi pour poser un certain nombre de questions sur la façon dont vont, sur les endroits où vont être gardés les enfants, savoir si on est du côté de la protection de l'enfance et donc du côté d'un œil de l'État, du côté des cercles privés. Autre exemple, les bouilleurs de cru à la fin du 19e siècle et la multiplication des réglementations. Ce qu'on faisait avant dans les cercles privés, on est désormais contraint par l'État d'être limité. C'était important de passer par là. Pourquoi? On a la relégation dans l'intime de ce qui était de l'ordre du moi social et l'intervention de la force publique dans ce qui était de l'ordre du privé et de l'intime. Pour quelle raison est-ce que j'ai tenu à passer par là pour comprendre la vengeance? Parce que la vengeance, d'une certaine façon, et là je vous renvoie à son étymologie, l'étymologie de la vengeance, c'est le Windex, qui signifie le protecteur, le défenseur. Le vengeur, originellement, c'était un terme de droit, désignant la caution fournie par le défendeur, qui se substitue à lui devant le tribunal et se déclare prêt à subir les conséquences du procès. La vengeance appartient à l'univers du droit, dès le début. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il n'y a pas du tout une confiscation de la vengeance. Jamais, à aucun moment, il y a eu une confiscation de la vengeance. Ce qu'il y a eu, c'est assez vite une, comment dire, une volonté par l'État de contredire ce qui était de l'ordre du se venger soi-même. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que ce qui est remis en cause par l'État, c'est pas la présence de la violence qui est faite envers le coupable. Même Athéna, le passage des Euménides sur lequel on aura l'occasion de revenir, ne remet à aucun moment en cause l'existence d'une justice rétributive qui concernerait une vengeance ou plutôt une violence envers le criminel. Pas du tout. Il s'agit en revanche d'aller attaquer le réfléchi, d'aller attaquer le se dans le se venger. Il est hors de question de se faire vengeance soi-même. En revanche, la vengeance reste au cœur de la justice et au cœur même du fonctionnement de la justice. Sur cette allégorie de la justice que je viens de mettre ici à l'écran, vous voyez bien que la vengeance, la justice est tournée vers le criminel et pas vers la victime. C'est une allégorie qui a été peinte au 19e siècle, qu'on trouve aujourd'hui au Louvre et qu'on trouve encore aujourd'hui dans un palais de justice de Lyon. Et on voit bien que la vengeance au cœur même du fonctionnement de la justice, à travers cette allégorie, on le voit bien, et on le retrouve bien à travers son étymologie. Il s'agit à aucun moment d'exclure, même s'il y a une certaine réticence des sociétés modernes à la violence. Je vous renvoie au zéro mort dans la doctrine militaire américaine, par exemple, qui nous amène à reconsidérer la place de la guerre, en fait, dans les sociétés modernes. Mais en tout cas, à aucun moment n'y a-t-il eu exclusion de la violence du côté de la justice, d'une violence rétributive, punitive. Certes, on a progressivement permis au terme originel de Vangiaret d'avoir une double évolution, la vindicte d'un côté, la vindicte populaire qui, elle, va être condamnée ou en tout cas présentée péjorativement, et de l'autre côté, la vengeance qui va nourrir la violence d'État. Donc je trouvais que c'était intéressant de rappeler ça. Je voudrais rappeler aussi qu'il existe d'autres formes de régulation de la violence que la vengeance, puisque cet a priori qu'on a sur la régulation de la violence par la justice tente à construire la vengeance et la justice comme un ensemble à et à barre. C'est-à-dire la vengeance étant le contraire de la justice. Alors que des formes de régulation de la violence, on en connaît moult. Le bouc émissaire, avec la question de est-ce que le bouc émissaire est random, est-ce qu'il est choisi au hasard ou est-ce qu'il est le produit d'un choix inconscient du groupe qui vise à réaffirmer son intégrité par l'exclusion du bouc émissaire. Je vous renvoie à des logiques de cours de récréation
post-socialisation de groupe, d'un côté, et de l'autre côté, des mécanismes de surveillance, la télévision, les sondages, les nouvelles formes de politique, des régulations de la violence aujourd'hui. Il y en a de nombreuses, et on aurait tort de croire que nous ne soyons que face à un système, la vengeance face à la justice, avec une succession entre les deux. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de revenir un petit peu sur tout ça. Et pour conclure, même si forcément j'ai pas le temps de rentrer dans ces détails-là, mais je vous renvoie à un article très très intéressant que je remettrai en lien euh, sur le, sur le site YouTube au moment où je présenterai ça. C'est un article qui a trait à ces deux lexicographes en fait qui ont travaillé sur les références à la vengeance à l'intérieur suite à des attentats en Espagne et en France, et qui montrent qu'il demeure une certaine tension en fait à l'intérieur des mentalités entre les deux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui doit nous emmener encore à réfléchir. Le langage de la vengeance après les attentats de Madrid et de Paris. Dans notre corpus, nous avons repéré des exemples qui montrent très clairement que le sujet éprouvant un désir de vengeance après un attentat se trouve affecté par des charges modales contradictoires et d'un point de vue social et moral incompatible. Le désir de vengeance en tant que vouloir venger, motivé par la souffrance et la colère, ou bien devoir venger, souvent ressenti par les proches des victimes, se trouvant confronté à un ne pas pouvoir venger ou même ne pas devoir venger. Les exemples suivants sont révélateurs de cette ambivalence axiologique. Je trouvais intéressant je le trouve très intéressant cet article parce qu'il remet vraiment au cœur d'une problématique moderne le fait que la vengeance continue à travailler nos passions et à aucun moment n'ont été exclus par la construction progressive de l'État. Voilà, fin de la petite parenthèse sociographique quoi, sur cette question-là, mais que je trouvais nécessaire. Et avant de laisser la parole à Clément et de le laisser développer en fait l'archétype premier de la vengeance qui sera lié en fait à la présence à l'archétype un petit peu presque jungien en fait des labdacides et des atrides, même si nous on se consacrera à l'intérieur de ce live plutôt sur la dynastie des Atrides. Je voudrais qu'on s'interroge en fait sur la place de la vengeance aujourd'hui et sur la place de la vengeance aujourd'hui et surtout sur ce que peut nous apporter la littérature dans notre réflexion sur la vengeance. Et fatalement, et à ce niveau-là, je vous renverrai à cet article un petit peu plus loin. Il y a un juriste italien qui a essayé de traduire dans les termes du droit italien les principes de la Camorra et les, les, le principe de la vengeance qui a lieu, lui, c'était plutôt en Sardaigne, en fait. Et il essaye de traduire dans le langage juridique actuel des principes de justice informelle, de justice rétributive vengeresse qu'il a pu repérer à travers ses études. Et moi, je trouve qu'il a, si je puis me permettre, hein, je trouve qu'il a tort, en fait, et que là, il projette une grille qui est pas là. La vengeance est au cœur de ce que Caillé, à la suite de Mauss, appelle le paradigme tiers, celui du don et contre-don. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. On est dans le cadre d'une espèce de réponse à l'inverse du schéma du don et contre-don. On est face à une rétribution négative, à une réciprocité négative, pardon, de la vengeance. Et c'est vrai que un article de Marc Hanspar qui s'appelle La preuve par trois nous amène à interroger la relation entre la violence et le don. Et il met en relation à l'intérieur de la guerre de Troie deux situations différentes. D'une part, la logique de la vengeance, qui consiste en des déplacements successifs de l'armure d'Achille, qui marquent les étapes du conflit, chaque étape annulant la précédente. Patrocle apparaît sur le champ de bataille avec l'armure d'Achille, il est perçu comme étant Achille, il est tué par Hector, mais cette réciprocité négative de la vengeance, qui est toujours tournée vers le passé, entraîne un cercle de vengeance avec chacun qui annonce la mort prochaine de l'autre. N'oubliez pas qu'au moment où Achille traîne Hector devant les murailles de Troie, il l'a attaché par les talons.
Chacun est le double de l'autre. Tout se passe comme si, avant de tuer Hector pour lui arracher son armure, Achille lui avait donné sa revanche par avance en lui envoyant sa propre armure sur le dos de son ami. Cette chaîne de réciprocité négative qui entraîne une espèce de fuite régressive vers une situation originelle qui, et je vais laisser bientôt la parole à Clément, devient presque un introuvable. Face à cette chaîne de réciprocité négative de la vengeance, la chaîne du don, qui est présente aussi dans l'Odyssée. Diomède, Glaucos, qui renvoie à Énée et Bellérophon. On troque une forme de réciprocité pour une autre. Quand Diomède rencontre Glaucos, chacun s'aperçoit que les ancêtres, les oncles de l'un et de l'autre ont accepté l'hospitalité. Et là, cette fois-ci, il y a un pari sur le futur, un octroi d'hospitalité. Je suis ton autre au cœur de l'Argolide et tu es le mien en Lycie, le jour où j'irai jusqu'en ce pays. Hôte au sens où c'est toi qui me reçois, parce que je sais que le nom est réciproque. Évitons dès lors tous deux la javeline, sortir de la vengeance par la réciprocité du don. Et là, cette fois-ci, vous avez ces deux modèles-là qui doivent être pensés à travers cette question de ce modèle tiers, en fait, d'Homos. Mais derrière ça, l'écrasement d'une scène sur l'autre, une chaîne de réciprocité qui nie le temps, une fuite en avant vers une scène originelle, et quelque chose de l'ordre de la tragédie, de la vengeance. Mais je laisse maintenant la parole à Clément qui va précisément, en fait, essayer de rentrer dans cette problématique tragique de la vengeance. Alors bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat si vous m'entendez? Parce que je ne sais pas si vous avez un retour là, ouais, nickel. Le son est trop fort, alors écoutez, ouais, c'est ce qu'on avait vu, j'avais un souci avec mon micro. Est-ce que ça va mieux un peu là, en mettant un peu plus loin? Ouais, ouais. J'ai essayé de baisser un peu. Est-ce que ça va mieux là, comme ça? Essayer de parler moins fort, hein. Ouais, on avait vu que le son de... Ouais, vous allez être obligé de baisser en fait, hein. Je suis désolé, on n'a pas le même niveau de son, ouais, avec Philippe. Ok, déjà bonjour à tous. Merci à tous d'être là et puis ben, merci à Philippe hein, de m'accueillir pour ce petit travail hein, qui m'a vraiment hyper intéressé. Alors moi je vais m'intéresser vraiment d'un point de vue plutôt littéraire, hein, d'abord littéraire puis après je parlerai du cinéma vraiment à la toute fin. Parce que j'ai voulu, quand Philippe m'a proposé de travailler sur la vengeance, j'ai tout de suite voulu repartir sur des choses simples. C'est-à-dire en tant que littéraire, tout ce qu'on essaie de construire, c'est des schémas actentiels et des schémas narratifs, en gros, pour le tout début. Tous les récits de vengeance, ils nous donnent ainsi déjà, même quand on l'imagine tout simplement dans l'absolu, un cadre vraiment très très simple qui a été rappelé en fait par Philippe là, avec cette histoire de réciprocité hein, qui a bien montré dans l'Iliade. Un schéma actentiel qui est très simple, on a un bourreau, on a une victime, et ensuite la victime se transforme en vengeur. Et du coup, se transforme d'une certaine... Enfin, la victime devient le vengeur, donc le bourreau devient ensuite la victime du vengeur. On a cette réciprocité qui se fait, et l'intéressant, c'est que dans ce schéma actentiel, dès qu'il y a choix de se venger, la victime devient elle-même le bourreau. C'est le cœur du problème, à la fois narratif et thématique, récit de vengeance. Et la victime, d'autant plus que la victime devient bourreau justement parce qu'elle est victime. C'est le paradoxe tout à fait riche hein, qui fait le grand nombre d'œuvres sur le sujet. Sachant que donc, ce schéma actentiel, il se redouble d'un schéma narratif. Oui, c'est ça, hein, c'est ce que tu dis, Rafa. Hein, c'est la voie narratoriale qui choisit de faire bourreau aux victimes. Mais je voulais dire d'un point de vue simplement actentiel, au sens où celui qui commet l'acte est considéré comme, je l'appelle le bourreau, disons, mais ça ne porte pas de jugement moral là, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a celui qui commet l'acte de violence et celui qui est la victime de cet acte de violence. Sachant que là, je mets la question du bien du mal en suspens. Et donc, vis-à-vis de ce schéma actentiel, on a consécutivement
un schéma narratif qui apparaît, qui est tout simple. On a d'abord une scène originaire, un vécu traumatique par un personnage, une décision de vengeance qui va être prise, l'acte de vengeance, et ensuite une résolution ou une nouvelle vengeance. Donc, c'est-à-dire que soit cette vengeance est une vengeance qui termine quelque chose, soit il va y avoir justement une nouvelle victime, donc un nouveau bourreau, et on va être pris dans un cycle, qui est le cycle de la vengeance anthropologiquement, et qui en fait recoupe ce que dans la tragédie, de ce qu'on appelle dans la littérature, ce qui est le cycle tragique, puisque la tragédie originairement est vraiment un genre centré, je pense, sur la question de la vengeance. En tout cas, du côté des Atrides. C'est très différent du côté des Labdacides, où la question du destin est plus prégnante. Et généralement, moi qui suis prof, qui ai eu des quatrièmes l'année dernière, des secondes cette année, quand on présente la tragédie, on le présente plutôt comme le genre du destin, avec des personnages écrasés par leur destin. Alors que finalement, du côté des Atrides, on est plutôt du côté vraiment d'une chaîne de vengeance qui est liée aussi à un destin chez Échille chez les trois tragiques grecques, mais c'est un peu différent ensuite chez les tragiques français. Ouais, Rafa, si tu veux, on laissera une petite partie de questions parce que je ne sais pas si Philippe, il me semble pas que Philippe vous l'ait dit, mais en gros, on va procéder en 3 parties où à chaque fois Philippe va d'abord parler et ensuite moi, et à chaque fois, à la fin de chaque partie, on laissera 5 minutes de questions. En gros, on vous dira, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Ça te va, Rafa, du coup, on pourra en parler à ce moment-là. Et donc, ce schéma actantiel, ce schéma narratif tout simple, qui est vraiment hyper simpliste, là, que je vous propose, il se transcrit très bien dans une œuvre originelle, qui est l'Orestie. Que je rappelle que parmi les 32 tragédies grecques qu'on a reçues, il y en a 8 qui parlent d'Oreste. On a 2 fois l'Orestie, on l'a chez Échille et chez Euripide. Chez Sophocle, on a seulement Électre. On pose que chez Sophocle, il y avait aussi une Orestie complète. On n'a pas. Est-ce que vous avez besoin que je vous rappelle toute l'histoire d'Oreste ou je passe là-dessus? Je ne sais pas du tout ce que vous connaissez de ce point de vue-là. Je peux vous le raconter ou alors on passe dessus. Non, ça va. Rafa, tu dis no pour que je te le raconte ou c'est parce que j'ai pas besoin de te rappeler? Non, je vous rappelle pas toute l'histoire d'Oreste. Bon, nickel alors. Alors, chez Oreste, on est vraiment dans un schéma, dans cette scénographie un peu traditionnelle. On retrouve dans toutes nos représentations modernes de la vengeance, mais on a quelques ajouts quand même chez Oreste qui sont très intéressants. Donc d'abord, une réflexion avant l'acte, c'est-à-dire que, si vous vous rappelez, dans Échille, on a avant qu'il tue Clytemnestre, donc on n'a pas de réflexion avant le moment où il tue Égiste, ça pose pas de problème, mais au moment où il va tuer Clytemnestre, on a une scène vraiment magnifique dans les coefforts d'Échille, où vraiment Oreste se rend compte de l'horreur de son acte, n'a pas envie du tout d'être maricide, et on a cette scène où en fait c'est Pylade qui va l'encourager à tuer Clytemnestre en lui rappelant l'oracle d'Apollon, parce qu'Oreste tue Clytemnestre pour suivre l'oracle d'Apollon. Ça lui a été révélé quelque temps auparavant. Et ensuite, on a une réflexion après l'acte, c'est-à-dire après la mort de Clytemnestre, on a aussi ce moment de réflexion. On a ce passage par la folie, je rajoute toute la folie d'Oreste après le meurtre. Et on a surtout toute une pièce entière, donc chez Échille, c'est les Euménides, chez Euripide, c'est Oreste, une pièce qui est consacrée au procès d'Oreste. Oui, c'est ça. Chez Sophocle, alors là, je n'ai pas relu l'Électre de Sophocle, donc j'ai vraiment fonctionné sur mes souvenirs. Mais c'est vrai que chez Échille, on a vraiment cette scène dans les coefforts qui est magnifique, de réflexion avant le meurtre, avec Clytemnestre qui se défend, qui justifie le meurtre d'Agamemnon, et vraiment Oreste qui hésite dans une scène d'hésitation, et je reviendrai sur cette hésitation que je trouve magnifique et qui est reprise de manière incroyable dans le film dont je vous parlerai à la fin de l'heure, qui parle pas d'Oreste mais qui montre aussi une histoire de vengeance avec une hésitation. Et on a cette folie après, et on a le procès qui fait toute une pièce.
Alors, la réécriture de Sartre, je trouve que c'est les mouches, hein, c'est pas la peste, hein, Rafa. Je pense que c'est que tu veux parler des mouches. Mais dans les mouches, il y a aussi cette hésitation, hein, qui est vraiment accentuée par Sartre. Et ce qui est hyper intéressant chez Sartre, hein, et là qui change complètement par rapport à Eschyle, c'est le problème après le meurtre, au sens où Electre ne va pas assumer le meurtre de Clytemnestre, va être dans la mauvaise foi, hein, au sens sartrien, alors que Oreste va assumer son acte. Ça, qui est vraiment hyper intéressant dans les mouches, dont je ne vais pas complètement parler, hein, mais c'est ça qui, moi, m'avait beaucoup plu hein, quand j'ai lu cette pièce de Sartre. Et du coup, une pièce philosophique hein, sur la question de l'acte hein, et d'assumer son acte ou non. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a vraiment un cycle tragique. Hein. C'est-à-dire on a cette scène originaire. Au début du site de l'Orestie, Agamemnon est tué par Clytemnestre, mais Clytemnestre se justifie. Elle dit c'est parce qu'il a tué Iphigénie. Et si on remonte plus loin, on voit que la famille est maudite. Ça revient à Atrée. Et si vous arrivez à voir le schéma là, qui a été mis par Philippe, hein, on a toute l'histoire qui remonte encore plus haut, parce qu'en fait, Atrée descend des dieux. Hein, donc en fait, on remonte en fait jusqu'à Zeus, jusqu'à Ouranos. C'est tout le cycle tragique qui se poursuit à travers Oreste, avec une scène originaire finalement qui est introuvable. Sachant que la spécificité, on en reparlera tout à l'heure, hein, de l'Orestie, c'est de se terminer, d'avoir une résolution hein, par la fondation du tribunal, dont vous a déjà parlé Philippe, hein, qui est hyper intéressant. Donc l'Orestie, c'est un cycle complet hein, qui est conclu. On a un début, le meurtre originaire, en tout cas ce meurtre-là. Ensuite, la vengeance d'Oreste dans le deuxième tome, qui est l'écho-effort hein, chez Eschyle, ou qui est Électre chez Euripide. Et enfin, le procès, donc les Euménides chez Eschyle et Oreste chez Euripide. Et alors moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que la pièce s'appelle Électre et pas Oreste chez Euripide? Et c'est parce que Électre, elle incarne vraiment le désir de vengeance hein, dans des scènes fameuses, d'où son importance. Le fait qu'elle soit le titre, c'est que Oreste, finalement, c'est celui qui accomplit la vengeance, mais c'est Électre, l'appel à la vengeance, hein, qui est le cœur de ce désir de vengeance, qui l'incarne, ouais, l'esprit de vengeance, tout à fait. Et donc, elle est un personnage vraiment complètement lyrique, hein, qui vit pour cette vengeance, d'où le fait qu'on ait eu cet opéra fameux de Strauss hein, sur le livret d'Hofmannsthal. Alors, normalement, on avait prévu de vous passer un petit extrait, je ne sais pas si Philippe peut le mettre, un petit extrait de l'opéra de Richard Strauss, hein, de l'Electra, avec le moment où, un des moments où Électre appelle à la vengeance.
Ah ouais, c'est superbe ça, cette mise en scène, ça. Je voulais répondre à Hugo quand même. C'est vrai Electre, elle n'est pas présente hein, dans les premières mentions. C'est intéressant parce qu'il va y avoir ce développement vraiment du personnage hein, en tant ce désir de vengeance. Hein. C'est vrai que ensuite, hein, chez Euripide, ben déjà chez Sophocle, chez Euripide, et puis chez les modernes, hein, que ce soit chez Giraudoux et même chez Sartre, hein, elle est vraiment le cœur de la pièce. Hein, Oreste devient finalement presque plus qu'un exécutant. Et effectivement, hein, chez Mouawad, moi j'ai eu la chance de voir cette mise en scène. Enfin bon, après je suis pas objectif parce que Mouawad j'aime vraiment tout ce qu'il fait. Et c'était vraiment magnifique. Vraiment, Electre, ça plaît à Mouawad hein, parce que si c'est quelqu'un qui intéresse énormément au lyrisme au théâtre, hein, c'est vrai que c'est ce personnage vraiment qui va être complètement lyrique, complètement pris, complètement l'expression du désir de vengeance. Et rapidement, hein, je finis sur cette première partie, du coup, vous parler de ce dont je vais parler dans la deuxième partie, parce que moi, il y a deux grandes réécritures dans le premier âge de la modernité. Hein, je ne vais pas parler pour l'instant des réécritures du XXe, hein, de Giraudoux ou de Sartre, je ne vais pas en parler en détail en tout cas. Mais il y a deux grandes réécritures de ce mythe d'Oreste. Et c'est un peu contre-intuitif en fait en y pensant. Je me suis dit que ça vous paraîtrait peut-être contre-intuitif, mais la première c'est Hamlet et ça m'a frappé hein, parce que j'étais en train de relire Hamlet en même temps. Alors je précise que j'étais en train de relire Hamlet avant que Guillaume Durand dise qu'il fallait relire Hamlet. Hein. Ça m'a fait rigoler d'ailleurs. Mais j'étais en train de relire Hamlet juste après avoir lu Shakespeare, jusqu'après avoir lu Eschyle. Et en fait, Hamlet, c'est vraiment complètement une réécriture des coefforts, enfin, pas seulement évidemment, hein, mais il y a vraiment non seulement des thèmes communs, mais vraiment une réécriture du personnage d'Oreste à travers Hamlet. Et une deuxième réécriture de l'Orestie, enfin, avec le personnage d'Oreste, mais hors du cadre de l'Orestie, c'est l'Andromaque de Racine. C'est-à-dire que dans l'Andromaque de Racine, ce qui est génial, c'est qu'on a Oreste qui est présent, mais l'histoire, c'est pas l'histoire de l'Orestie, hein, on est dans le cadre de l'histoire d'Andromaque. Donc au moment où Oreste, en fait, après l'histoire de l'Orestie, vient chercher Astyanax, le fils d'Andromaque qui n'est pas Astyanax hein, chez Euripide, mais vient surtout chercher Hermione, et Racine, il arrive à remettre en fait tout le problème d'Échille, tout le problème de l'Orestie d'Échille au sein de sa pièce intitulée Andromaque. Et donc je reparlerai plutôt dans cette deuxième partie, hein, dans une deuxième partie après que Philippe ait parlé là de ces deux réécritures et de comment les deux personnages, donc Hamlet et le couple Oreste-Hermione, hein, chez Racine, vont être complètement consumés, hein, assumer en fait le lyrisme de ce désir de vengeance et vont être complètement consumés par cette vengeance et consumer le monde autour d'eux. Voilà, pour moi, cette première partie. Est-ce que déjà, on avait dit avec Philippe, hein, je pense qu'on peut répondre à quelques questions si vous en avez d'ici là, ou si vous avez juste des remarques, des trucs que vous voulez dire là-dessus. Hein, sinon, on continue. Hein. Encore plein de choses à dire, Deuxième partie, et je reviendrai sur le terme hypotypos que j'avais mis en exergue dans le premier. Quand tu veux, Rafa, tu veux que Clément y redéveloppe par rapport au schéma actentiel ou tu veux qu'on revienne dessus? On aura l'occasion de revenir dessus dans la troisième partie, je pense, parce que d'une certaine façon, Après, je peux. on va essayer de montrer comment les schémas actentiels se brisent en fait dans un certain nombre d'œuvres et de montrer les réponses modernes aux Euménides. Je sais que Clément il est pas trop fan il est moins fan des Euménides que des coéphores. Mais non, t'es pas vieux. Et on aura l'occasion de revenir sur cette question des schémas actentiels. Mais si tu veux poser une question précise, Clément, il t'y répond quoi. Ouais, tu peux la poser. Hein. Moi, c'était un truc simple. Hein. Vraiment, c'était une hypothèse de départ. Hein. Je prétends pas refaire tout Grémas ou tout
toute la critique qui est immense hein, sur les tragiques grecs en 2 minutes. Hein. C'est juste vraiment un point de départ pour parler d'Oreste parce que je pense que c'est important. Alors, sur Fiufi, ouais, je vais répondre à la question de Fiufi parce que justement, en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que Oreste, il assume l'acte de la violence. Il n'est pas tellement lyrique, lui. C'est pas enfin, quand même, chez Échille, il y a ce moment de l'hésitation hein, et puis ce moment de la folie ensuite, des moments d'expression d'un trouble personnel. Et justement, dans Electre, ou chez Sophocle et ensuite vraiment chez les modernes, Oreste assume l'acte et c'est Electre qui assume le lyrisme. En fait, la personne qui assume le lyrisme est la personne qui commandite d'une certaine manière la violence, la vengeance, pardon. Dans Electre, c'est Electre qui oblige d'une certaine manière Oreste, qui l'encourage en tout cas, à faire la vengeance. Donc Oreste fait l'acte, mais c'est Electre qui chante l'acte d'une certaine manière. C'est intéressant parce qu'il y a exactement la même chose dans l'Andromaque de Racine. Mon épouse vous lira tout à l'heure le monologue d'Hermione, hein, qui fonctionne en miroir hein, du monologue d'Electre qu'on vient d'entendre. Parce que c'est Hermione qui chante d'une certaine manière la vengeance au moment même où en hors scène Oreste est en train d'accomplir cette vengeance. Donc effectivement il y a le moment de l'acte, il y a un moment d'acte et il y a ce lyrisme à côté qui est assumé par un autre personnage. Alors Rafa, je lis ta question. Ouais. Oui, c'est ça, oui, non mais en fait le schéma est complètement renversé, c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est-à-dire il y a un bourreau, une victime, et la victime devient tout de suite, en prenant sa décision de se venger, devient le bourreau. C'est ça que je voulais dire, et j'en parlais en termes vraiment actentiels, je parlais pas du tout de la question morale, question du héros au sens moral, hein, je voulais dire bourreau au sens de celui qui commet l'acte de violence. C'est un truc qui n'était pas chargé ni moralement, j'ai pas l'impression d'avoir rompu la neutralité vraiment là-dessus. En tout cas, c'est pas comme ça que je le pensais quoi. Vraiment, je dis bourreau vraiment au sens hors du sens moral. Le terme est peut-être mal choisi si tu veux, mais c'est pour dire celui qui accomplit l'acte de violence. Voilà. Philippe utilisait plutôt le vengeur, c'est vrai que c'est mieux, mais comme le vengeur devient le vengé, redevient le vengeur, je trouvais qu'on s'y perdait un petit peu, mais si le terme bourreau vous gêne, on peut le changer. Hein. Ça serait intéressant pour la deuxième partie, en fait, parce que justement, celui qui est victime devient le vengeur et devient d'une certaine manière souvent pire que celui dont il se venge. C'est le problème de la vengeance. Et du coup, ça nous fait notre transition, je pense, sur la deuxième partie. Tu veux y aller, Philippe? Grave. Alors, Clément est pas revenu dessus parce qu'il a eu raison en fait de ne pas réinsister là-dessus, parce que ce qui était important, c'était de poser le schéma actentiel. J'arrive pas à savoir si c'est mon micro qui est branché sur le... Mais j'ai l'impression que c'est pas mon micro qui est branché. Putain, mais Bon, bref, donc voilà. C'est Tana qui doit être dégoûtée parce qu'on a passé la soirée hier à essayer de régler ces soucis-là. Et il se trouve qu'on a toujours pas réglé, et qu'en fait j'ai un super micro et que c'est pas mon micro qui sort, c'est l'ordi quoi. Bref, bon, on va essayer de continuer et je vais essayer de voir si ça... Ouais, un peu. Bon, je sais pas si c'est mon micro qui sort, mais j'ai pas si peut-être. Bon, allons-y. Sur la question de... Je voulais rebondir moi aussi sur ça, en fait, d'une certaine façon. Je pense que vous avez vu l'arbre généalogique et vous avez, j'imagine, en tête ce schéma des Atrides. Il y a quelque chose de l'ordre d'une régression vers une scène originelle qui n'existe il y a une espèce de fonction régressive à l'infini, comme on dirait en maths, quoi, vers une scène originelle qui est introuvable, en fait. Le sacrifice d'Iphigénie, le festin des Atrides, le rôle de Thyeste. On est dans
quelque chose qui est de l'ordre d'une régression vers une scène originelle qui passe son temps à se réimposer. Et je trouvais que c'était assez intéressant de revenir sur cette question de la fuite vers l'origine. Dans Colomba, par exemple, de Mérimée, il n'y a absolument aucun souvenir de la part des protagonistes de cette origine. On ne sait pas. On ne sait plus pourquoi il y a eu querelle entre les deux familles. Cette régression vers le passé, elle entraîne un écrasement des scènes les unes sur les autres. Et elle entraîne une interprétation très particulière du côté de la modernité, qui est celle d'une tension entre l'enfance et la mort. Dans Gomorrah, par exemple, alors je vais être obligé de jongler un petit peu avec les références parce que je voudrais rien spoiler, mais dans Gomorrah, il y a une tension permanente dans cette série absolument magnifique qui sort, quoi. Ouais, et sans doute dans Dune, je me suis pas appuyé sur Dune, mais il y a effectivement ce même schéma du côté de Dune, quoi. Les Atreides, c'est que d'une certaine façon, il y a dans Gomorrah une tension permanente entre l'enfance et la mort des anciens. Il y a quelque chose comme une nouvelle génération de mafieux qui arrive au pouvoir, en fait. Et à chaque avancée, à chaque percée de cette nouvelle génération, il y a un enfant qui meurt. Et où qui naît ? L'enfant naît quand le vieux meurt. L'enfant naît quand le père n'a plus d'espoir. Il y a cette espèce de tension entre la scène originelle, entre une scène d'enfance et une scène de mort, en fait, et une scène de fin. Et je trouvais, là je voudrais juste rebondir un petit peu sur, parce que moi ça me permet aussi d'avancer étape après étape, sur ce que j'ai pu déjà développer autour du ventre. Dans Kill Bill, par exemple, j'ai pu déjà exposer à travers la scène originelle, en fait, qui est présente dans Kill Bill. Elle est née d'une mère japonaise et d'un père américain, et le père américain est soumis à un règlement de compte par cette espèce de mafia japonaise avec lequel il s'est un petit peu trop rapproché. Et ce qui est intéressant, en fait, dans cette histoire, c'est l'apparition, en fait, du schéma de l'utérus qui apparaît assez vite. Ça veut dire que la jeune Oren est obligée de se planquer sous le lit pendant que son père va se retrouver assassiné, en fait, et elle est coincée sous le lit, et elle voit, et son regard croise celui de son père au moment de la mort de ce père. On a une scène originelle. Cette scène originelle-là, qui renvoie sans doute à une série d'autres scènes qui ne sont pas accessibles dans le film, mais qu'on imagine bien à l'horizon, en fait, de ce premier drame. L'utérus, la naissance du héros à l'épique, et la vengeance qui est conséquente à cette naissance de l'héroïne à l'épique. Et donc cette scène fameuse où les yeux gorgés de sang, elle regarde sa maison brûlée, et où elle prépare sa vengeance contre le boss qui a assassiné son père. Ce qui est intéressant ici, c'est du côté de Kill Bill, un écho permanent entre les scènes de vengeance. Au moment où l'héroïne principale, cette fois-ci jouée par Uma Thurman, va se rapprocher de donc elle, Black Mamba, qui va se rapprocher de la bouche cotonneuse, le blanc qui est représenté par Oren. Il va y avoir cette scène absolument magistrale d'affrontement qui va renvoyer à la scène originelle à travers deux seuls éléments. Le premier élément, et ça, je peux vous en faire profiter, hein, c'est une chanson absolument merveilleuse d'une chanteuse japonaise dont j'ai oublié là le nom. Et cette scène-là, en fait, elle renvoie à la scène originelle à deux niveaux. D'abord, le plan sur les yeux d'Oren Ishii, d'une part, et d'autre part, le plan sur l'écho entre la neige d'un côté et le feu de l'autre, et les paroles de la chanson qu'a choisi Tarantino. Et ces paroles-là qui sont extraordinaires. Je laisse juste un tout petit peu tourner la chanson qui est une merveille, en fait, que vous l'entendiez aussi. Et je reviens...
朝に弔いの雪が降るはぐれ犬の遠吠え下駄の音きしむ因果な重さ見つめて歩く N'hésitez pas à écouter, elle est absolument merveilleuse cette chanson. Et derrière cette chanson, une étape qui renvoie directement à la scène originelle. Demain, la nuit enneigée, aucun des deux n'a de sens, aucun des deux n'a d'existence. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant en fait dans le fait que la scène finale se retourne sur la scène originelle dans une espèce de fuite en avant vers une sorte de néant. Et là, ça renvoie, pour ceux parmi vous qui sont un petit peu fans de diégèse, ça renvoie à des structures spiralaires des récits modernes. Dans Berserk, vous avez un petit peu cette même configuration. Une série de scènes originelles de viols, d'affrontements, d'inceste. Et ces scènes originelles-là sont caractérisées par un ensemble d'éléments qui doivent se converger, se réunir pour permettre l'ouverture de la porte des enfers. Bon, pour rester un petit peu cryptique pour ceux qui n'auraient pas encore découvert cette œuvre extraordinaire qui est Berserk. Ce schéma spiralaire-là de Berserk qui va revenir, les Big Bang, Big Crunch, l'ensemble des éléments se réunissent et convergent vers une scène originelle qui, quand elle explose, donne naissance, ouvre les portes de l'enfer et donne naissance à la scène suivante. Qu'est-ce qui évolue dans Kill Bill? Qu'est-ce qui avance? Sans doute, du côté de Kill Bill, une espèce d'apprentissage du respect pour son adversaire qui va faire la différence avec la scène originelle. Oui, c'est bien le sabre d'Anzo. Oui, je suis désolé de t'avoir méprisé au début. Il y a une montée en intensité. Et ça va être important. Pourquoi c'est important? Parce que jusqu'à présent, la scène de vengeance, c'était typiquement... Et là, je vous renvoie à un roman qui est très très intéressant, vraiment, n'hésitez pas à lire, c'est un roman qui s'appelle Avril brisé de Kadaré, qui renvoie en fait à deux situations contradictoires de la vengeance. D'une part, excusez-moi, chaque scène, la scène finale qui renvoie à la scène originelle, la scène finale étant la scène originelle d'un autre processus de vengeance, le temps éternel qui ne lui appartenait plus, sans jour, sans saison, sans année, sans avenir, un temps abstrait auquel ne le rattachait plus rien. Kadaré. Et Kadaré, il est passionnant par rapport à ça. C'est qu'il nous explique que d'un côté, le temps n'existe plus entre les deux scènes de vengeance. Il y a une espèce d'étirement, d'allongement, mais ce temps n'existe plus. Et dans cette perspective du temps qui n'existe plus, vous avez la perspective du calcul. Et là, je vous renvoie, que ce soit au deuxième chapitre de la trilogie de Park Chan-wook sur la vengeance à Old Boy, ou à son troisième chapitre autour de Lady Vengeance, je vous renvoie en fait à la mise en place calculée de vengeance au long cours. Des vengeances au long cours qui finalement excluent le temps, cette fois-ci, pas parce qu'ils sont détruits par la fuite en avant vers la scène originelle, mais cette fois-ci parce qu'il y a des pions qui sont mis sur un échiquier et la dynamique devient purement logique. C'est le calcul, c'est la logique. Dans Lady Vengeance, chacune des personnes qui sont présentes à la prison et que Gunja rencontre deviennent des pions dans l'échiquier de sa vengeance. Et là, vous entrez dans ce type de vengeance très particulier qui est la vengeance personnelle, qui n'étire le temps que pour le détruire au profit d'une logique d'échec. Exactement. D'où le carnet et les noms rayés, méthodiquement, étape après étape. Et là, vous avez un premier... Et là, vous avez un premier temps, une première considération de la vengeance qui sera celui de l'effondrement des temps dans une structure spiralaire qui met en connexion une scène de vengeance avec une scène originelle, la scène de vengeance devenant la scène originelle de la prochaine vengeance. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, je suis d'accord avec Hugo, il y a une autre lecture. Il y a celle de la restitution du temps. Sauf que la restitution du temps n'est pas vraiment une restitution d'une durée ou d'une mémoire
contrairement à ce que tu pourrais sous-entendre là, Hugo, à mon avis, c'est plutôt là une restitution thymique, T-H-Y-M-Y-Q-E, une restitution des passions. Et n'oubliez pas à ce niveau-là que du côté d'Aristote, la tragédie est liée à une certaine intensité de passion, la catharsis, cette purge-là. Et là, je vous...死んでいた朝に弔いの雪が降るはぐれ犬の遠吠え下駄の音きしむ因果な重さ見つめて歩く闇を抱きしめる蛇の目の傘ひとつ命の道を行く女涙はとに捨てました振り向いた川に遠ざかる旅の日がいてた鶴は動かず泣いた雨と風冷えた水面にほつれ髪映し涙さえ見せない蛇の目の傘ひとつ恨みの道を行く女心はとに捨てました義理の情けも涙も夢も昨日も明日も縁のない言葉恨みの川に身を委ね女はと